Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on fait le défi 500 km du Ford Mustang Mach-E dans sa version batterie longue autonomie, 2 moteurs, donc 4 roues motrices. C'est la version premium. On parle d'un véhicule avec 483 km NRCan et 91 kWh de capacité utilisable. Ça va être super intéressant. Vous voyez, c'est une journée un petit peu venteuse, mais les résultats sont bons quand même. C'est ça l'important. Nous voici maintenant à la préparation de ce départ pour défi 500 km. Trajet 1 maintenant remis à 0, donc ça c'est super utile. On va aller voir l'itinéraire d'aujourd'hui. L'itinéraire d'aujourd'hui, ça va être maintenant le seul itinéraire qu'on fait, maintenant qu'on est exclusivement à Montréal. Donc, autoroute 20 vers l'ouest, ensuite autoroute 401. À Brockville, on va rebrousser chemin, comme d'habitude. Puis on a un point là, ici qui est à notre fameuse borne, là, Circle K, Couche-Tard, proche de la frontière du Québec. Ça, c'est à peu près 337 km. Évidemment, en ce moment, là, on est à 100 puis on a 473 km d'affichés. On a des vents là, venant de l'ouest, comme ça, d'à peu près 20 km/h. Donc, je pense que le premier 200 km va être consommation plus élevée. Puis lorsqu'on va se diriger vers Montréal, bien là, consommation plus basse. Pour se donner une idée, là, on va commencer par ça. Ça devrait être bien. Pression des pneus contrôlée, température extérieure, ça va osciller autour de 11 degrés Celsius. Puis là, si on regarde Car Scanner qu'on a ici, batterie, le voltage 388 volts en haut. Là, en ce moment, vu que le véhicule fonctionne, on tire un peu d'ampérage. On tire à peu près 1,5 de la batterie. Puis notre batterie, là, sa température min-max, c'est 23-20 degrés. Ça va être à voir en roulant, mais les bonnes pratiques de Mustang Mach-E, si on navigue vers une borne de recharge rapide dans le système de navigation, la thermorégulation active s'effectuera. Donc, encore une fois, on a pris toutes les précautions nécessaires, puis on va bientôt partir, 5h18 du matin. Je vais faire des dernières vérifications, là, puis je pense qu'on va mettre là, le chrono de départ à 5h25. 100 km de parcouru, première mise à jour dans le Mustang Mach-E. Donc, ça fait à peu près 58 minutes qu'on est parti, donc un peu plus... la vitesse moyenne est un peu plus haute que 100 km/h. La consommation, 24 kWh par 100 km et ma vitesse, 115 km/h, 120, 110. Vous savez, on oscille toujours autour là, de la limite de vitesse sur l'autoroute 401 qui est 110 km/h maintenant. Mais sinon... parlons là, des spécifications du Mach-E. Donc, on est dans la version longue autonomie 4 roues motrices. Donc, on a une batterie de 91 kWh utilisable. C'est une batterie de 98 kWh totale. C'est gros en tabarouette comme batterie. Donc, on a beaucoup d'énergie ici. Notre statut de charge en ce moment, là, 75 j'avais oublié de vous le dire. Puis, si je continue dans la spécification, là, on a 2 moteurs, 365 chevaux, peut-être un petit peu plus que ça. C'est un véhicule vraiment confortable. Pour de vrai, là, j'aime beaucoup, silencieux. Puis je suis sur le Blue Cruise. Puis ça cruise, c'est merveilleux. Ça fait que Blue Cruise aussi, très bien, main libre, mais c'est derrière un abonnement. Ah, voyez-vous ici, là, la compagnie qui offre la meilleure suite de conduite semi-autonome sur l'autoroute sans avoir à payer un abonnement, c'est le groupe Hyundai Kia Genesis avec le Highway Driving Assist 1 et 2. Changements de voie se font bien, c'est très permissif, c'est très stable, c'est polyvalent, c'est pas... puis ça fonctionne sur quasiment toutes les routes, ça prend juste des lignes puis des véhicules, donc c'est bien. Mais Blue Cruise c'est excellent, les changements de voie sont instantanés, c'est super, mais tu sais, c'est derrière un abonnement, donc évidemment, peu importe le coût, c'est juste que c'est un petit peu plus restreint que quelque chose qui est juste de base avec le véhicule. Fait intéressant aussi à mentionner, dans le Mustang Mach-E, nous n'avons pas là, de thermopompe. Donc, tout le chauffage ou conditionnement de la batterie se fait par un élément résistif. Donc là, on est comme plus dans des éléments là, de voitures électriques là, de 1,5e, 2e génération. Donc, ça consomme plus d'énergie l'hiver lorsqu'on a une charge de chauffage là, à donner, là, un petit coup à donner.
Dans le fond, c'est traditionnel, mais ça fonctionne. Intéressant de mentionner que le F-150 Lightning, à partir de l'année modèle 2024, inclut une thermopompe. Donc, est-ce qu'en année modèle 2025, Ford va ajouter ça à la gamme du Mach-E, qui vient d'être rafraîchi un peu en ce moment, là, parce qu'on est dans un modèle 2024 qui a une courbe de recharge optimisée. On va chercher un peu plus d'ampérage sur plus grande plage de statut de charge. Donc, au lieu d'une recharge 10-80 % en 39 minutes, Ford parle de plus de 28-30 minutes. Donc, c'est bien. Là, des vitesses de recharge en pointe à 170 kW. Ça descend là, en palier. Courbe de recharge assez traditionnelle. On va aller essayer ça tantôt. Mais sinon, ça fonctionne bien. Je comprends pourquoi les gens ont des Mach-E. J'en aurais pas. Mais véhicule bien fini, silencieux, confortable. Ce qui est intéressant aussi, c'est lorsqu'on accélère. Mettons, on roule 40 km/h et on met l'accélérateur à fond. C'est beaucoup moins doux que ce qu'on attend. Là. Ça donne un coup. Le véhicule veut accélérer, même que des fois, les pneus, on les entend crier. Donc, le véhicule est définitivement, même dans cette version qui n'est pas une version GT ou Rallye, calibré vers l'agrément de conduite, là, mettre un sourire dans le visage de l'utilisateur. Donc ça, c'est quand même chapeau à Ford parce que beaucoup de véhicules électriques, même s'ils sont puissants, vont être très, très aseptisés. La dernière chose qui me reste à vous dire dans cette mise à jour, c'est que la cote NRCan de ce véhicule-là, dans la configuration actuelle, on parle de 483 km d'autonomie, consommation sur l'autoroute de 22 kWh par 100 km, 20 kWh par 100 km en ville et 21 combinés. OK, mise à jour, 200 km de parcouru. Notre vitesse moyenne est encore un peu au-delà de 100 km/h. 24 kWh par 100 km de consommation. 189 km d'autonomie restant à 46 %. 132 km avant d'arriver à notre arrêt de recharge. Ça se passe bien. Puis là, je regarde les métriques ici. Là, sur l'autoroute, ça ressemble pas mal à du 400 km là, à nos vitesses puis dans les conditions actuelles. C'est intéressant, mais c'est pas exactement l'EPA. La thermorégulation active fonctionne actuellement. Puis je suis super content de voir ça. Là, je regarde mon car scanner. Le liquide, là, le glycol entre dans la batterie à 32 degrés en ce moment. Puis la batterie elle est sur le bord d'atteindre le 30 degrés à son point le plus chaud. Puis lorsque la thermorégulation s'est activée, et s'est activée 200 km avant l'arrêt de recharge, la batterie était à son point le plus froid, là, à 20 degrés. Donc, il y a réellement de la thermorégulation active, mais sinon, ça se passe bien. C'est réellement sans histoire. La prochaine chose qui reste vraiment à valider, là, ça va être la facilité auquel on peut recharger. Est-ce qu'on va atteindre la vitesse maximale? On ne l'atteindra peut-être pas au complet là, à cause de l'équipement qu'on va essayer, mais on devrait être proche. Bon, c'est encore moi. Dans le fond, là, on est vraiment en direction là, vers la station de recharge. Puis je voulais juste vous parler de la qualité là, du système de navigation. Il nous reste 119 km à parcourir, donc à peu près 1 heure avant d'arriver à la station de recharge, le Circle K Couche-Tard. Bon, le système de navigation me dit qu'on va arriver à 13 %. Mais là, compte tenu qu'on avait un vent de face, peut-être que le système de navigation qu'on travaillait avec une consommation de référence beaucoup plus élevée. Donc, allons-nous arriver à 13 % de statut de charge? J'ai bien hâte de voir ça parce que aussi, ça, c'est un exercice qui nous montre la qualité de toutes les variables que le système de navigation peut prendre en compte, la météo, tout ça. Donc, ça va être intéressant de voir à quel statut de charge on va arriver. Puis, il va s'ajuster. C'est juste qu'en ce moment-là, là, à 7h27 du matin, on dit 13 %. Lorsqu'on va arriver à la station de recharge, bien, on va pouvoir comparer là, la précision de ça.
OK, donc on est chez Circle K, on recharge. On est à quelle vitesse? Il rentre 400 ampères, 136 kW. Vous remarquerez que dans les véhicules Ford, on n'affiche pas la puissance de recharge dans le véhicule. Nouvelle mise à jour de 950 Lightning, ça l'affiche, mais bon. Car Scanner est votre ami. Donc 137 kW, regardez, c'est un câble de 400 ampères, on prend le max. En réalité, c'est facile, 348 x 396 donne 136. Le maximum qui peut entrer dans ce véhicule-là, 160, 170, 180. Ça requerrait 500 ampères, même plus. Mais bon, ça se passe bien. Donc, si on regarde notre trajet 1, c'est pas le logiciel le plus rapide. Dans le Mach-E, c'est la vie. On a parcouru 333 km. Plus ce qui est plate, c'était écrit 24 kWh par 100 km tantôt. Puis là, je comprends pas pourquoi c'est 0. Si je mets trajet 2, 0, 0, 0, tout le monde est à 0. Je manque d'expérience avec les Ford. C'est pas logique, ça, que ton trip se remette à 0 sur ton énergie. En tout cas, tout ça pour dire qu'on utilisait 24, on a fait 333, puis j'ai fait des petits calculs avec 91 kWh, on est arrivé à 10 %. Il restait 17-18 kWh dans la batterie. Donc, tout fait du sens. Là. Tout. Le calcul d'énergie fait du sens. Donc, il n'y a pas vraiment d'énergie de cachet. Puis, ça s'est bien passé. Donc, j'ai vraiment rien à dire ici. Là. Ça a été une bonne performance. Seul défaut, j'ai dû attendre 10 minutes que le Ioniq 5 qui était parqué juste là finisse sa recharge. Même s'il y a un port A et B sur cette borne-là, c'est une personne à la fois. C'est pas logique parce que j'ai essayé. Là. Je me suis branché, ça dit borne attend que la puissance soit disponible. La puissance était utilisée du côté du Ioniq 5. Donc, OK. Comme à l'habitude, on va faire un petit tour du propriétaire du Mach-E. Hein? C'est des portes avec des boutons pour entrer. Premier aperçu, qualité de construction, très bien. Là. Surface moussée à la grandeur. J'aime aussi là, le contraste ici. Puis là, ici, on a un plastique dur. Regardez le seuil de la porte, comment il est immense. Pourquoi? Bien, notre ami, la batterie est juste ici. Sinon, à l'intérieur, on est en cuir blanc, siège non ventilé, mais chauffant, volant chauffant. Un petit panneau de bord. Puis moi, je regarde là, la planche de bord là, du Mach-E, là, puis c'est quasiment inspiration modèle Y que Ford s'est donné. C'est deux véhicules qui sont sortis presque en même temps. Relativement simple, design très agréable. Allons à l'arrière, même chose, bouton pour ouvrir la porte. On est dans un VUS électrique intermédiaire, mais c'est un véhicule avec un toit assez bas. Par contre, espace pour les jambes, c'est pas premier de classe dans la catégorie, mais le confort est, wow, très bien. L'angle, très bon angle pour mes jambes. Du bas du siège, bouche d'aération, USB-A, USB-C, puis matériaux à l'arrière. Même matériaux qu'à l'avant, donc des points pour Ford ici et on a toit panoramique, évidemment un coffre électrique. Allons voir à l'intérieur qu'est-ce qu'on a ici. C'est pas le plus gros coffre là, dans les VUS électriques, quand même, là, bonne grandeur, mais au moins c'est à plat. Puis sous le plancher, regardez la hauteur, c'est pas super profond, mais on a la borne niveau 1, niveau 2, kit de gonflage, tout est là. Puis évidemment, si on rabat à plat, la banquette, on peut voir qu'on a là, c'est relativement plat et haut niveau. Ça ici, c'est comme tout le reste de la compétition. Très, très intéressant. Là, la question, Alexandre, est-ce qu'il y a un frunk dans le Mach-E? Absolument. Parce que vous remarquez aussi que le capot du Mach-E est assez long. Et voilà, le frunk du Mach-E d'une grosseur assez compétitive. Là. Est-ce que ça se draine? Est-ce qu'on peut mettre des breuvages rafraîchissants à l'intérieur? Je crois que oui, mais ça va se vider. Donc, j'ai comme l'impression qu'il faut peut-être mettre une membrane ou un sac. Là. Ceux qui ont des Mach-E, expliquez-moi là, si on peut mettre des breuvages rafraîchissants ici. On est proche de 200 km d'autonomie regagnée. J'ai passé à Android Auto parce que je me rends compte que j'ai plus besoin vraiment de préconditionner la batterie. Donc, voilà notre chemin. Ensuite, il reste juste à revenir comme ça. Donc, 133 plus le petit bout. 169, ça va faire 502 km. Ça va être parfait. Ça va avoir pris seulement 15 minutes, passer de 10 à 50 avec le véhicule. Donc, la courbe de recharge, c'est pas extra, mais c'est suffisant. Regardez, on est encore à 300 ampères, 106 kW. La batterie est bien chaude. Tu as 50 de statut de charge. Là, on va se débrancher là, imminemment. Là, en fait, je pense qu'on va aller se débrancher maintenant. Donc, on quitte la station de recharge Circle K. Il nous reste 169 km à parcourir. On a 207 km d'autonomie. On est à 51 de statut de charge. La session de recharge qu'on vient d'effectuer a duré 17 minutes. On a mis 35,7 kWh et ça a coûté 19,99
81 pour cette recharge là, de 10 à 51 Mise à jour 400 km de ce défi 500 km, 24 kWh par 100 km consommation. On a 400 km de parcouru, donc la consommation ne change pas. Il nous reste à parcourir 100 km. Le point de retournement va être dans 62 km. Et Google Maps nous dit qu'on va arriver à 10h12 à ce point de retournement. Donc ensuite, il nous reste à peu près 33 km à parcourir. Ça va prendre à peu près 20 minutes. Donc, une arrivée là, au point de jalonnement de 500 km à 10h32. Rappelons-nous qu'on a une déduction de 10 minutes à faire parce qu'on a attendu qu'un Ioniq 5 finisse de recharger. Donc, j'estime une arrivée, là, une fin de ce défi à peut-être 10h30, 10h35. On enlève 10 minutes, un genre de 5 heures. Donc, qu'est-ce que je dis souvent? 5 heures, c'est bon. En bas de 5 heures, c'est excellent. Puis en haut de 5 heures, c'est là qu'il faut s'améliorer. On va parler plus du Mach-E conceptuellement, puis est-ce que c'est un bon véhicule? Parce que là, le Mach-E, ça fait peut-être 3 ou 4 ans que le véhicule est en vente. Ça a été un départ difficile, beaucoup de problèmes de qualité, beaucoup de problèmes de fiabilité. Puis même aujourd'hui, je suis même pas capable de me prononcer si c'est un véhicule qui a la fiabilité et la qualité s'est améliorée. Je suis pas capable de me prononcer. Parce qu'un véhicule qui a des problèmes là, graves, là, puis à répétition, là, puis des histoires d'horreur, ça colle à la réputation d'un véhicule. Fait que, tu sais, quand on parle de Mach-E, la plupart des gens, c'est pas bon. C'est pas fiable, ça brise. Puis je suis pas le seul à dire ça. Donc, c'est dur de casser ça. Mais il y a des choses que le Mach-E fait très bien. Confort et sonorisation, très bien. Le dynamisme, c'est un véhicule qui est vraiment agréable à conduire. Pas dans la version GT, dans la version Rally, on est dans la version comme milieu de gamme, qui est quand même cher. Là. On parle d'un véhicule qui se détaille autour de 66 000 $, peut-être un petit peu plus. Mais c'est bien réussi. L'interface, malgré qu'elle est lente, est plus rapide que les Mach-E que j'ai essayé auparavant en 2021-2022. C'est amélioré. Puis là, je vois aussi là, que dans le système de mise à jour, l'interfaçage avec l'application, Ford fait beaucoup de bonnes choses. Mise à jour, le logiciel s'améliore beaucoup. Ford s'en vient aussi avec leur Connected Experience, qui est en réalité la même chose que GM. Un système d'exploitation de véhicules qui est Android seulement. Volvo a commencé avec ça aussi. Donc, là, c'est seulement l'Expédition, je crois, puis certains Lincoln qui ont commencé à avoir cette nouvelle interface-là. J'estime là, que le F-150 Lightning et le Mach-E devraient avoir ça éventuellement. Il y a beaucoup de place à amélioration dans l'interfaçage entre l'humain et la voiture pour l'utilisation d'un véhicule électrique, mais en tant que véhicule, juste véhicule, c'est excellent. J'ai rien à dire. OK, donc on est maintenant sur le pont Champlain. Il nous reste 10 de statut de charge. Il nous reste 1,8 km à parcourir, 1,7 km à parcourir. Donc, on approche. Il est 10h28. Donc là, en ce moment, là, ça fait 5h03 qu'on est parti. Mais là, n'oubliez pas qu'on retranche 10 minutes à ce temps-là. Il reste 500 mètres à ce défi. Il est 10h29. Il reste 400 mètres. Il reste 300 mètres. Il reste 200 mètres. Il reste 100 mètres. 500 km complétés. 10h29 du matin. 24 kWh par 100 km de consommation. Là, évidemment, là, si on disons qu'on retranche 10 minutes à l'heure actuelle, on serait arrivé à 10h19. Donc ça voudrait dire qu'on aurait fait ça en 4h54 à peu près.
C'est très bien pour le Mach-E, bravo! Et nous voici maintenant à la fin de ce défi 500 km du Ford Mustang Mach-E, autonomie prolongée 4 roues motrices. Les résultats, 4h54, très bon résultat, hein, je le dis toujours, en bas de 5 heures l'été, c'est un bon résultat. L'hiver, maintenant, ça ajoute souvent une session de recharge de plus à consommation plus élevée. Mais bon, en été, c'est bien, donc félicitations à Ford. Hein, c'est du travail itératif ici. Le Ford Mustang Mach-E, lui aussi, hein, suit des itérations d'année en année, très bien. À quoi que ça se compare? Bien, le même temps, c'est une Tesla modèle 3 propulsion qu'on avait testé en Ontario, pas sur le même itinéraire, donc ça ne se compare pas vraiment. L'autre véhicule qui est proche, pas encore une fois sur le même trajet, c'est le Chevrolet Equinox V qui a fait 4,47, mais ça se compare bien. Même grosseur de batterie à peu près. Mais là, lui, c'est un 2 roues motrices. Mais le genre de courbe de recharge, c'est similaire. Ça se compare pas mal au Equinox V. Peut-être pas nécessairement en temps à cause de l'itinéraire, mais la dernière fois qu'on a fait un itinéraire similaire avec un véhicule, c'était le Ioniq 6, mais là, on a fait 4h37. Puis la dernière fois aussi, on a essayé un ID4 Pro S l'hiver à moins 11, puis on a fait 5h16. Fait que le Mach-E est comme entre les deux. Puis en plein hiver, Alexandre, le Mach-E, ben, j'ajouterai une session de recharge de plus, pas super longue, là, peut-être. Donc, on finirait à du 5 heures. Je m'attends à la performance similaire au Volkswagen ID4. C'est vraiment deux véhicules là, dans leurs spécifications qui sont très, très similaires, puis l'interaction est similaire. Mais bon, tant mieux. Merci à Ford Canon de l'avoir prêté. Ce qui est intéressant à noter aussi avec le Mach-E, ce que j'ai vraiment aimé particulièrement dans ce véhicule-là, c'est le rayon de braquage extrêmement, extrêmement petit. Là. Dans les stationnements, puis faire des virages en U, c'est exceptionnel, c'est super. C'est un véhicule relativement dynamique. Hein? C'est quand même un VUS familial, c'est lourd, c'est gros, mais la conduite est engageante. Ça m'a surpris, ça. Fait que Mustang, Ford a quand même mis la petite sauce là, qui vous fait sourire ici. Tant mieux. L'interfaçage du véhicule, l'infodivertissement, ça fonctionne très bien. Mais encore une fois, c'est lent. Ça manque de raffinement, je trouve, de ce côté-là. Là, surtout quand on utilise CarPlay ou Android Auto en projection. C'est encore plus lent. Des fois, on change de menu, la musique saute pendant une fraction de seconde, même sans fil ou filaire. Il y a du travail à faire ici, mais le reste du véhicule, bien fini, bien insonorisé, confortable, siège confortable. Puis la performance est là. Puis dans le fond, là, un 400 km sur l'autoroute, la vitesse d'autoroute, l'été, je vois aucun problème ici. Puis en ville, on peut facilement faire 480-500 km avec ce véhicule-là. Je suis content d'avoir fait le test. Il y a d'autres défis 500 km à venir, évidemment. Laissez-nous savoir dans les commentaires comment vous avez aimé cette vidéo et suggestions et autres, toutes ces affaires-là. Puis on va se revoir dans un autre défi 500 km de plus de millage. On se laisse là-dessus.